Bonjour, on va commencer en fait notre panel qui est intitulé qui va être sur la blockchain. Je vais commencer rapidement par une présentation. Donc, quels sont les problèmes inhérents, sécurité inhérents typiques sur la blockchain? Je veux commencer rapidement par une petite présentation de moi-même. Je suis Ali Laribi, je suis un conseiller en cybersécurité IT et OT indépendant. Je vais faire une petite présentation des panélistes. Donc, je vais commencer par Josina Rodriguez, qui est conseillère, consultante, investigateur en blockchain, qui a une PhD en blockchain et membre de conseil académique de l'INATBA, International Association of Trusted Blockchain Application, qui a plus de 20 ans d'expérience. Après, Christophe Jolivet, qui est propriétaire et PDG de Prosica, un expert et un consultant en cybersécurité et en gestion de crise et continuité des activités, et aussi un CISO as a service. Voilà. Après, Claire Balva, qui est la cofondateur et PDG et consultante chez Blockchain Partner en France, qui est startup leader en conseil blockchain. Et à la fin, Romain Aignan, qui est formateur, auditeur, consultant et auteur en cybersécurité et professeur à l'École centrale de Paris. Donc, les présentations vont être partagées. Donc, Josina va nous donner une idée sur les business plans de blockchain, les différents business plans. Et Christophe va nous présenter les aspects de la sécurité, une partie en fait technique. Claire va nous donner quels sont les enjeux de la blockchain et Romain va nous présenter quels sont les défis réglementaires. Donc, je cède la parole à Christophe qui va nous introduire la blockchain. Et bonjour à tous. Ali, tu peux passer le slide suivant, s'il te plaît. Voilà. Pour planter un petit peu le décor technique, par rapport à notre sujet qui nous intéresse aujourd'hui, donc sur la blockchain, alors, on va revoir quand même un certain nombre de principes et de bénéfices que vous avez ici. Donc, bien sûr, le premier, c'est la décentralisation. Et ça va avec la résilience. Donc, c'est un des avantages évidemment majeurs de la blockchain. Il n'y a pas de SPOF, comme on dit, il n'y a pas de single point of failure. On a donc une amélioration de la résilience. Alors, en contrepartie, il n'y a pas de possibilité, évidemment, d'action centralisée, ni de supervision globale. Néanmoins, c'est un des gros avantages de la blockchain. Ensuite, on a donc cette notion d'immutabilité. Le registre distribué, le distributed ledger en anglais, donc est maintenu par la blockchain et il ne peut pas être modifié ni supprimé. Donc, c'est un élément important et un des bénéfices évidemment importants pour la blockchain. On a ensuite cette notion de transparence. Donc, le registre est visible publiquement pour les blockchains publiques. Et donc, les notions de confidentialité peuvent être un challenge à prendre en compte. Et enfin, cette notion de confiance collective, puisqu'en tant qu'utilisateur, vous n'avez pas besoin de faire confiance à un ou plusieurs utilisateurs. Vous vous reposez sur les algorithmes de consensus, que ce soit le proof of work pour le Bitcoin, que ce soit le proof of stake ou le proof of space. Il y a d'autres consensus, mais tous ces consensus reposent en fait, vont essayer de répondre aux problèmes des généraux byzantins. C'est-à-dire que même si une partie des utilisateurs de la blockchain sont malveillants, le système va rester intègre grâce aux autres. Donc, c'est cette notion de confiance collective qui est très importante dans tout ce qui est blockchain. Vous n'avez pas besoin de faire confiance à un utilisateur en particulier, c'est le collectif qui va vous apporter cette confiance. Alors bien sûr, toute la sécurité repose sur des hypothèses que vous voyez à droite. Premièrement, bien la force des algorithmes. Vous savez que dans la blockchain, on a énormément d'utilisation des empreintes numériques qui sont utilisées en permanence dans les algorithmes de consensus. Donc évidemment, il faut que ça soit des algorithmes réputés forts, comme on dit, c'est-à-dire qui n'aient pas de faiblesse.
Donc ça, c'est un premier point. Et puis, on a également une utilisation massive, évidemment, de la signature électronique dans la blockchain, par exemple pour signer une transaction ou pour contrôler l'intégrité d'un bloc. Donc, évidemment, sur la signature électronique, on doit aussi s'assurer que les algorithmes sont réputés forts et que l'implémentation de ces algorithmes est correcte. Et du côté utilisateur, on va devoir protéger sa clé privée, puisque vous savez que dans la blockchain, on utilise beaucoup de crypto asymétriques. Et donc, comme dans tout système de crypto asymétrique, eh bien, tout le système repose en fait sur la protection de la clé privée. Et donc, si cette clé privée est compromise, eh bien, on peut faire un certain nombre de choses et toute la sécurité, je dirais, côté utilisateur, va s'effondrer. Donc voilà pour ce qui est de l'introduction. On va passer à la slide suivante, s'il te plaît, Ali. On va voir quelques vulnérabilités, je dirais, intrinsèques à la blockchain. Il y en a d'autres. Et puis, quelques éléments importants. Donc, vous avez certainement entendu parler de cette attaque qu'on appelle 51%, notamment pour le cas des blockchains qui utilisent le proof of work, où l'attaquant va réussir à maîtriser la majorité de la ressource de calcul de la blockchain. Et donc, il va avoir à ce moment-là la possibilité de créer une chaîne divergente qui sera approuvée, par exemple, pour pouvoir rejouer une transaction 2 fois, ce qui normalement n'est pas ni souhaitable, bien sûr, ni possible. On peut avoir des attaques également de type Eclipse, où là, un attaquant va viser un nœud particulier, par exemple via un malware, et donc il va réussir à forcer ce nœud à se connecter à d'autres nœuds qui seraient contrôlés par l'attaquant. Après, ce qu'il faut bien comprendre dans tout ce qui est blockchain, smart contract, c'est qu'en fait la majeure partie des vulnérabilités va venir comme souvent de vulnérabilités qui sont liées au développement donc de ces smart contracts. Donc vous savez qu'il y a différents langages qui peuvent être utilisés. Par exemple, Solidity est un des langages qui est régulièrement utilisé. Et donc là, on va retrouver un certain nombre de failles de développement qui peuvent entraîner des problèmes de sécurité. Donc là, je vous en ai mis quelques-uns pour information. Par exemple, le fameux dépassement d'entier. Donc, il y a eu pour le Bitcoin en 2010 une grosse vulnérabilité liée à ce dépassement d'entier. On peut avoir d'autres vulnérabilités de type race condition, par exemple, ou en français, situation de compétition, ou la réentrance, qui sont d'autres exemples de failles que vous pouvez trouver dans le code, ou alors de mauvais traitement des erreurs, il y en a d'autres. Alors, je vous ai mis ici un lien qui est assez intéressant, donc qui fait le lien sur des vulnérabilités de développement qui sont liées à la blockchain et qui fait le lien avec les numéros CWE du MITRE. Donc, vous connaissez peut-être ce référentiel, donc Common Weakness Enumeration, qui en fait une classification des bugs, si vous voulez, de développement qui peuvent amener des erreurs et surtout des problématiques de sécurité. Et donc, vous avez ce tableau qui en fait vous classe toutes ces failles de développement qu'on peut retrouver dans les smart contracts en faisant un lien avec les CWE. Alors bien sûr, qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger, je dirais, par rapport à ces failles de développement? Donc, va falloir inclure, dès que vous faites du développement, va falloir inclure toutes les notions de sécurité. Donc déjà, former les développeurs à ces aspects sécurité, puisqu'ils n'ont pas toujours forcément les bons outils ou les bonnes compétences initialement. Et puis surtout, outiller les développeurs. Donc outiller, on peut avoir des outils des outils statiques qui vont permettre d'analyser du code et de découvrir un certain nombre de failles. Alors, c'est pas des outils magiques, bien sûr, c'est loin d'être efficace à 100%. Néanmoins, ça va quand même aider les développeurs ou les auditeurs à découvrir des failles dans le code. Ça peut être des outils dynamiques et puis on peut avoir aussi en fin de développement des tests d'intrusion ou des audits de code en mode plus dynamique à partir du moment où on est capable de faire fonctionner le smart contract dans un environnement de test. Merci voilà. Christophe, merci donc pour cette introduction, pour cette couche technique de la blockchain. Donc je vais céder la parole à Romain. Donc il va nous présenter les aspects réglementaires et juridiques de blockchain et la blockchain et les propriétés intellectuelles, la blockchain et l'RGPD. Voilà. Bonjour à vous tous, est-ce que vous m'entendez? Oui. Bon, très bien. Bonjour Ali, merci pour cette présentation. Merci aux intervenants et puis aux personnes qui participent
à ce webinaire. Alors effectivement, je m'appelle Romain Aignon et je vais vous parler là pendant quelques minutes sur les défis réglementaires de la blockchain. Alors des défis réglementaires et juridiques, en fait, on en a plusieurs. Tout à l'heure, Christophe avait parlé des smart contracts notamment. On a aussi des problèmes par rapport à la propriété intellectuelle. Et puis, nous qui sommes européens, toutes les problématiques qui sont liées au RGPD. Donc, vous voyez que des défis réglementaires, on en a pas mal, sachant que dans la blockchain, on n'a pas véritablement de tiers de confiance. On n'a pas de gouvernance internationale pour la blockchain. Et donc, la question qui va se poser, c'est quelle législation, quelle réglementation on va pouvoir appliquer à la blockchain, qui est quelque chose de complètement numérique et international. Alors, tout à l'heure, Christophe parlait justement des smart contracts. Alors, les smart contracts, ce sont des contrats qui sont entre deux personnes qui ne font pas intervenir véritablement des intermédiaires. Alors, il y a par exemple une start-up allemande qui s'appelle Slok.it qui permet des locations d'appartements, de la vente d'une machine à laver, d'un vélo, d'une voiture, en utilisant uniquement ces smart contracts. Que se passe-t-il s'il y a un conflit entre le vendeur et puis l'acheteur ? Vers qui on va pouvoir se retourner en cas de conflit notamment. Alors, vous voyez que le service de recherche du Parlement européen, le PRS, essaye de se pencher là-dessus. Auparavant, on avait des banques, on avait des assurances, et puis là, on n'a plus d'intermédiaire. Donc, la question, du coup, reste ouverte. Alors, on peut aller encore beaucoup plus loin parce qu'on va avoir des problématiques qui sont liées à l'intelligence artificielle, des problématiques qui sont liées au code, et on se rend compte que la législation actuelle n'est pas du tout adaptée aux problématiques technologiques du XXIe siècle. À tel point, alors ce sont des Anglais avec leur côté toujours excentrique et farfelu, donc le Lord Chief of Justice d'Angleterre qui a dit mais il faudrait peut-être qu'on adapte la législation actuelle par rapport aux nouvelles technologies. Alors pour l'heure, c'est un pas en avant et deux pas en arrière, parce qu'on se rend compte que la législation actuelle n'est absolument pas adaptée aux nouvelles technologies, alors que les nouvelles technologies prennent davantage le pas sur, par exemple, des contrats classiques. Est-ce que les smart contracts, à terme, vont remplacer des bons vieux contrats classiques? Est-ce que le code peut faire office de loi? Et quand on parle du code, ce n'est pas le code civil ni le code pénal, c'est le code qu'il y a dans les programmes informatiques. Bon, pour l'heure, on n'en est pas là, mais en tout cas, le débat reste ouvert. Et le débat est d'autant plus actif que, en fait, on utilise déjà les blockchains, par exemple, pour régler les droits d'auteur. Donc là, c'est l'exemple de Imogen Heap, qui a été la première chanteuse qui s'est fait payer ses droits d'auteur uniquement en utilisant des crypto-monnaies et la blockchain. Et là, en fait, il y a aussi un autre système aux États-Unis qui permet de protéger les œuvres des artistes. Alors, ce sont des images, mais c'est un bon début en tout cas, par rapport aux États-Unis. Alors, la solution n'est que partielle parce que vous devez être rattaché à un organisme d'État pour la protection de la propriété intellectuelle. Mais ça veut dire que le mouvement est déjà en marche, on peut utiliser des blockchains pour la protection des droits intellectuels. Donc, c'est une solution partielle. En tant que créateur, vous pouvez prouver le contenu d'une œuvre. Donc, on utilise des techniques de hashish, c'est ce qu'on appelle de hashing, c'est des checksums, c'est un peu comme des fingerprints, etc. Et ça prouve que vous pouvez être l'auteur de l'œuvre qui est, et vous avez été le premier à la créer. Donc, ça va être plus compliqué de créer une contrefaçon, mais à nouveau, vous êtes obligé de vous rattacher aux organisations d'État pour notamment tout ce qui est droit de propriété intellectuelle. Idem pour les brevets. Pour le moment, on ne peut pas breveter quelque chose uniquement par la blockchain. Ça permet de montrer que vous êtes le premier à l'origine d'un brevet, mais vous êtes à nouveau obligé de faire appel aux autorités compétentes. Donc, ce sont des solutions partielles qui doivent se rattacher au cadre existant. Et en fait, on est en train de voir, par exemple, des applications complètes. Alors, Alice, si tu pouvais avancer sur 2 slides, parce que en fait, j'en suis. Donc voilà, c'est Binding qui protège. Encore une slide. On a des applications concrètes, voilà, pour la mode. En fait, les gens qui sont des créateurs de mode, il y a aussi un système de propriété intellectuelle, mais ça va tellement vite, la mode, qu'ils n'ont pas le temps de déposer leurs œuvres pour de la propriété intellectuelle. Donc, ils sont en train de déployer ce système-là. Alors, évidemment, heureusement, la mode va très vite. Vous avez à peine créé une nouvelle collection que vous êtes déjà passé à une autre collection. Donc, la blockchain va suffire. En RGPD, par contre, donc c'est la slide suivante,
en RGPD, là par contre, on n'a pas encore de solution parce que la question qu'on pose en RGPD, en fait, il y a deux acteurs en RGPD. Il y a le sous-traitant qui va faire tous les traitements, qui va faire tous les calculs, et puis vous avez le contrôleur. Le contrôleur, en fait, des données, c'est le propriétaire des données et c'est celui qui est ultimement responsable en cas de fuite de données. Et par rapport au blockchain, qui est le contrôleur, qui est le sous-traitant? Et là, la question reste encore à trancher. Parallèlement, quand vous faites du blockchain, ça passe par un système de nœuds et ces nœuds se retrouvent un petit peu partout dans le monde. Or, le RGPD s'applique aux citoyens de l'Union européenne. Et quand vous avez des traitements qui sont exercés en dehors de l'Union européenne, comment le RGPD peut-il s'appliquer? Donc, vous voyez, là, la question reste complètement ouverte. Donc, c'est la slide suivante, s'il te plaît. Donc, on n'a pas vraiment de loi qui peut permettre de régler le problème pour l'heure. Et la slide suivante, oui, le RGPD s'applique bien au blockchain. On a eu ça, par exemple, pour des crypto-monnaies. Et tout à l'heure, par exemple, Christophe, tu avais parlé de l'attaque qu'il y avait eu sur Ethereum, je crois. Donc, la législation n'est pas suffisante pour l'heure. Alors, on va conclure la présentation. C'est l'avant-dernière slide, s'il te plaît. Comment protéger les droits des personnes concernées par rapport à la blockchain? Vous avez le droit, si vous êtes ressortissant de l'Union européenne, d'être informé du traitement des données. Comment la blockchain peut-elle garantir la transparence, sachant que vous avez des nœuds à l'international? Comme les conditions ne sont pas remplies, en fait, est-ce qu'une personne peut-elle vraiment donner un consentement éclairé sur le traitement des informations, notamment des informations personnelles? Si jamais il y a une violation de données, un data leak, comment prévenir la personne sur la blockchain? Pour l'heure, c'est quasiment impossible. Et quand vous faites du RGPD, il faut faire des Data Privacy Impact Assessment, donc des analyses d'impact pour la confidentialité de la vie privée. Et quand vous avez des nœuds à l'international, ça aussi, c'est quasiment impossible. Donc, vous voyez qu'une fois encore, la technologie a un coup d'avance sur la législation. Alors, heureusement, il y a des pistes du travail. Alors, il y en a une aux États-Unis avec la Security Exchange Commission et surtout, on a l'utilisation d'un registre partagé, donc autrement dit une blockchain. Donc ça, c'est une initiative française. Et aux dernières nouvelles, l'Europe va s'appuyer sur cette initiative qui date de 2017, parce que pour l'heure, en Europe, c'est l'initiative la plus solide pour justement le respect des droits des personnes qui sont intégrées dans des systèmes de blockchain. Je vous remercie. Oui, merci Romain pour cette présentation des défis réglementaires, de l'aspect juridique de la blockchain. Je vais céder la parole à Josina qui va nous présenter les différents business models de la blockchain et les avantages et les vulnérabilités et risques de la blockchain. Bonjour à tous, merci. Merci à mes chers collègues qui ont bien présenté avant de différents abordages de blockchain. Je voudrais commencer en train de dire que la blockchain ne peut pas sauver le monde. La blockchain, ce n'est pas une mode. Et merci, Enion, pour ta colocation, mais je voudrais mettre une piste pour tout le monde qui nous entend, qui sait exactement tous les investissements qu'il y a maintenant autour de la blockchain, pour faire une analyse sur le dernier colloque gouvernance et régulation des données, le dernier 20 octobre à Paris, qui parle très bien sur le RGPD et toutes les réglementations de données. Exactement, il parle très bien sur la blockchain. C'est vrai, on n'a pas encore de régulation. Mais, comme j'ai bien dit dans les classes, je vous propose de faire 12 slides. Différents business models, 4 thèmes. Ça veut dire que le smart contract qu'on a bien écouté Roman en train de parler, qui c'est une relation digitale qui crée entre deux points, responsabilité, et que nous pouvons permettre, comme vient dit Christophe avant, pour algorithme, exiger ces contrats. Alors, ce sont des questions techniques. Et qu'est-ce que je veux dire? C'est que tout le monde qui nous entend, je ne sais pas combien nous sommes, mais
sont des micro-entreprises, sont des moyennes entreprises, ils sont des grosses boîtes. Alors, qu'est-ce que c'est la blockchain? Est-ce que c'est important pour moi ou pas? Alors, les 4 diviseurs que j'ai pris, c'était les smart contracts, c'est la digital transformation, la digital currency ou cryptocurrency, les monnaies. L'autre, la sécurisation. Et le troisième, les keeping records, garder tous les contrôles. Et en tout ça, j'ai bien mis en couleur les différents types d'applications. Et vous qui nous attendez maintenant, dans ces côtés-là, il faut savoir, est-ce que c'est important ou pas pour mon business? Ali, est-ce que tu peux changer, s'il te plaît, de diapositive parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et on a déjà parlé tellement de points. Oh, voilà. Alors, pour parler de vulnérabilité, il faut d'abord parler des avantages. Est-ce que c'est important pour mon business ou pas? Combien ça coûte et combien je vais gagner? C'est clair que c'est simple. Normalement, je crée une métaphore avec notre cuisine. La blockchain, c'est pas quelque chose de nouvel, c'est pas une disruptive technologie, quelque chose comme ça. Ce sont des algorithmes mathématiques qui existaient déjà avant, mais on a bien mélangé et on fait une recette différente. La farine existait toujours, le sucre aussi, mais maintenant on fait un nouveau gâteau. C'est ça la blockchain. Et c'est grâce à les devices, c'est grâce à la mémoire qu'on a, surtout nos équipements qui c'est possible d'armazener et avoir tellement de notes. Maintenant, dans ces petits cadres, que je vous propose de faire votre recherche sur votre business, parce que ici nous sommes sur Insights, on ne va pas expliquer théorique, non plus donner des questions sans réponse, on va donner des pistes pour votre propre recherche, pour votre business. Alors, on a plein de secteurs, il y a 13 secteurs, il y a des avantages. Et ça, c'était une recherche créée pour le World Economic Forum. Et c'est très intéressant parce qu'il priorise quels sont des types d'avantages pour mon business par secteur. Alors, je vous propose d'analyser ça. Alors, chaque avantage a toujours un avantage ou une vulnérabilité. Le thème de cette panel, c'est vulnérabilité typique, mais c'est typique de combien de temps? Si les premières smart contracts fait moins de 12 ans, 10 ans, que nous pouvons dire que ce n'était pas établi suffisamment élargi pour dire il va fonctionner ou pas. Et après, on va avoir Claire qui a de contacts directs avec les entreprises. Moi aussi, j'ai plein de contacts. Et comme Romain vient de dire, il n'a pas de régulation. Bien sûr, il n'a pas de régulation. Avant tout, est-ce que pour mon business, qu'est-ce que je gagne? Combien de parties ils sont mélangées avec mon business? Combien ça va coûter et qu'est-ce que je gagne? Mais ce n'est pas seulement au niveau des chiffres. C'est surtout une question, c'est une approche holistique. C'est beaucoup plus grand. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le 17 de novembre, nous sommes en pleine pandémie, 12e vague en Europe. Tout le RGPD et tous les problèmes des données sont beaucoup plus élargis, sont exponentiels au niveau des directives, au niveau de contrôle, parce que le télétravail, chacun de nous, il y a dans un pays, dans notre propre maison, avec nos ressources. Avec la vulnérabilité des blockchains pour chaque secteur d'activité, je me permets de vous dire que, comme très bien montré Christophe, on a des vulnérabilités qui sont caractéristiques de la mathématique et de la forme, mais on n'arrive pas assez de mesurer tous les parties comme ils peuvent se déplier. Comme bien dit Romain, on n'a pas de régulation parce que la régulation, c'est le réflexe seulement d'un propos effectif au marché. Si on est en train de créer des solutions, et c'est intéressant de vous laisser qui ça comme dernier mot, et je ne sais pas combien nous sommes en temps, c'est que la vulnérabilité pour chaque secteur d'activité, c'est pas du tout contrôler l'entrée et la sortie, c'est plus du tout
como je suis une approche holistique de mon business. Et comme ça, je fais, parce que je sais qu'il y aura des questions, on aura le PICB complètement ouvert pour discuter ces thèmes qui n'est pas des réponses, mais on a déjà des use cases. Je passe ma parole à Claire. Merci Josina. Josina, donc je reviens vers toi juste après. Si possible, nous présenter une petite étude cas sur les coûts, sur l'implémentation efficace de la blockchain. Claire va nous présenter donc les enjeux de la blockchain. Claire? Oui, bonjour à tous. Donc je suis Claire Balva, je suis la cofondatrice de Blockchain Partner, qui est une entreprise que j'ai montée il y a 5 ans. Et nous, notre métier, c'est d'accompagner des grands comptes dans la construction d'applications blockchain. Et donc moi, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est ce que mes clients, donc principalement des entreprises, plutôt des grandes entreprises, trouvent le plus compliqué, et finalement quels sont les principaux obstacles aujourd'hui liés à la sécurité dans un projet blockchain. Et en fait, ces obstacles, alors tu peux revenir sur la slide d'avant, mais ça va être principalement des obstacles qui sont liés à la gestion des clés. En fait, ces clés, alors je vulgarise très grossièrement, et si vous êtes un peu technique, vous me pardonnerez la simplification, mais c'est un peu comme des mots de passe qui vont vous permettre d'accéder à votre compte sur la blockchain, ou en tout cas d'accéder à vos fonds si on parle de blockchain publique et de crypto-monnaie. Et ces mots de passe, ils se gèrent pas comme des mots de passe classiques, puisque tout simplement, il n'y a pas d'entité blockchain, il n'y a pas d'entreprise blockchain qui peut vous redonner votre mot de passe si vous le perdez. Donc la conséquence de ça, c'est qu'il y a une responsabilisation très forte des acteurs sur la gestion de ces fameuses clés privées. Et aujourd'hui, les outils qui permettent de gérer ces clés privées, c'est des outils bien spécifiques. Donc là, j'en ai listé plusieurs sur la slide. Vous avez ce qu'on appelle des hardware wallets. Il y a une entreprise française qui s'appelle Ledger, qui en fait une version assez connue. Ça ressemble à des sortes de clés USB qui vous permettent, par exemple, de stocker vos crypto-monnaies de manière sécurisée avec des process de récupération si jamais vous perdez votre code PIN. Vous avez aussi des portefeuilles en ligne comme MetaMask, qui est une sorte de plugin sur vos navigateurs. Vous avez bien sûr des plateformes d'échange, mais qui en fait, elles, détiennent vos mots de passe. Et donc, si jamais la plateforme se fait hacker, se fait voler ces mots de passe, en fait, vos fonds vont être volés avec le hack de cette plateforme. Et donc, il y a plein d'enjeux ici sur la gestion de ces mots de passe, puisque quand vous êtes une entreprise, alors vous avez des process de sécurité naturellement, mais vous n'êtes pas habitué à être votre propre banque, puisque généralement dans un projet blockchain, que ça soit sur blockchain public ou même sur blockchain privé, on va avoir des tokens qui vont circuler, qui vont avoir une certaine valeur. Ça peut être des crypto-monnaies, mais ça peut être des points de fidélité pour mes consommateurs, ça peut être des droits de vote, ça peut être plein de choses. Et donc, on n'est pas habitué à devoir gérer soi-même des mots de passe qui ont un tel niveau de criticité. Et en fait, souvent, le compromis qui est difficile à faire, ça va être un compromis entre sécurité et expérience utilisateur. En fait, si je veux tout miser sur la sécurité et la décentralisation, je vais vouloir que tous les utilisateurs de ma plateforme, ils détiennent eux-mêmes leurs clés privées. Et donc, je vais leur demander d'être extrêmement responsables sur leur mot de passe. Je vais leur dire, voilà, c'est votre mot de passe, c'est vous qui détenez vos fonds, c'est pas moi l'entreprise, je vous fais confiance. Mais ça veut dire que si vous perdez votre mot de passe, en fait, tant pis pour vous presque. Et ça, forcément, en termes d'expérience utilisateur, c'est pas tout à fait entendable. Et donc, on se retrouve souvent dans des situations où il faut faire le choix de soit je suis sécurisé à 100%, soit je veux une expérience utilisateur nickel, classique, mais dans ce cas-là, je vais centraliser les clés privées de mes utilisateurs. Je vais devenir une sorte de gestionnaire de mots de passe moi-même. Mais donc, finalement, je recentralise le point d'entrée, et il y a un potentiel de faille de sécurité qui est là aussi un peu plus élevé. Donc après, face à ça, il y a plein de solutions, bien sûr. Moi, je pense par exemple à l'un de nos clients qui a fait le choix de tester 2 chemins utilisateurs pour proposer à ses utilisateurs soit de détenir les clés eux-mêmes, soit de les lui confier. Donc, ça permet aussi de tester des choses, de faire un peu de pédagogie auprès des utilisateurs. Voilà, j'ai d'autres clients qui, eux, décident de tout recentraliser. Donc, ça pose forcément la question de la pertinence de ces technologies. Finalement, si on décentralise les bases de données pour recentraliser toute la gestion des mots de passe,
finalement quelle est vraiment l'utilité de tout ça. Maintenant, il y a un certain nombre de solutions, bien sûr. Je pense par exemple à des clients qui cherchent à lever des fonds sur des cryptoactifs, sur des blockchains publiques. Eux non plus, ils sont pas habitués à tout ça, donc on les forme à utiliser ces outils et on leur apprend à mettre en place des processus de sécurité. On leur apprend à gérer ce qu'on appelle des multisigs. Alors un multisig, c'est quoi? C'est une sorte de compte sur une blockchain, mais pour lequel il y a plusieurs clés. C'est-à-dire qu'on va se dire, les fonds ne pourront être débloqués que si on a 2 personnes sur les 3 qui mettent leur mot de passe. Et ça, c'est particulièrement important quand vous avez une somme importante qui est en jeu. Deuxième, oui, Ouais, oui, vas-y. non, pas de souci, c'est bon. Ouais. On a déjà parlé un peu de ça avant. Ouais, en fait, je pense, je vais boucler donc avec la problématique liée à la sécurité, donc la problématique liée aux clés, du chiffrement, mot de passe, authentification, contrôle d'accès, etc. Donc j'ai deux questions à Christophe. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a une recette magique? C'est pour sécuriser ou pour implémenter une blockchain d'une façon sécurisée, et comment garantir la sécurité de blockchain. Oui, merci Ali. Alors, bon, des recettes magiques, pas forcément. Pas. Mais non, en tout cas, je pense que ce qui est vraiment important, c'est dans Quelques les conseils développements. d'experts, peut-être, ça va être intéressant. Oui, oui. Je Ouais. pense qu'il faut pas forcément, bien sûr, il faut que les algorithmes de base qu'on utilise au niveau crypto soient réputés forts, comme je l'ai dit, mais ça, c'est pas le plus compliqué. Pour moi, le challenge le plus important, c'est le développement. Donc, c'est le développement en fonction de ce qu'on veut utiliser, des smart contracts qu'on va utiliser, qu'on va développer. Et c'est là, en fait, où il va falloir faire très attention. Et donc, soit on a des développeurs qui sont déjà formés à la sécurité, qui sont déjà outillés, et là, on peut partir confiant, soit on n'a rien, et là, clairement, on court à la catastrophe. Hein. Donc, il faut vraiment être vigilant là-dessus, et donc intégrer la sécurité le plus en amont possible dans les phases de développement, mais en outillant, hein, j'insiste un petit peu, c'est comme dans les méthodes agiles, tout va très vite actuellement. On peut plus faire de la sécurité comme on le faisait il y a 20 ans, où on avait des cycles en V, où on avait 3 ans pour se retourner. C'est plus du tout le cas maintenant, ça va très vite, et donc il faut vraiment, à mon sens, le point clé, c'est d'outiller les développeurs avec des aides, on va dire, et les former, hein, bien sûr, parce que comme j'ai dit, les outils malheureusement sont loin d'être efficaces à 100%. Pour ceux qui sont intéressés sur tous ces outils, vous retrouverez assez facilement sur le web un document du NIST américain qui s'est amusé, enfin qui s'est pas amusé, mais qui a travaillé en classant en fait l'efficacité d'une vingtaine d'outils, donc aussi bien des outils de type statique, d'analyse de code, que dynamique. Et en fait, plus de la moitié des vulnérabilités est peut-être trouvée par aucun outil, d'une part, et d'autre part, certaines vulnérabilités étaient trouvées par d'autres outils, mais pas trouvées par d'autres. Donc, quand je dis outils, c'est une aide, c'est bien, mais il faut également former les développeurs et puis également être capable d'auditer le code, le tout pour arriver à sécuriser tous les développements qu'on va pouvoir intégrer dans ces blockchains. Pour moi, c'est ça l'élément le plus important. Après, sur l'architecture de base, bon, bien sûr, il faut respecter les bonnes pratiques de cybersécurité, mais qui sont relativement classiques, je pense. Voilà. Et si, Christophe, est-ce que l'approche PPT, People, Process and Technology, est applicable? Donc, est-ce que tout ce qui est monté en compétences, formation, tout ce qui est la partie process, procédure, le qui fait quoi et comment, et la partie technologique est applicable pour la sécurité et l'aspect sécurité de la blockchain? Oui, c'est applicable. Alors, à mon humble avis, il faut essayer d'être très pragmatique, hein, dans ces notions-là. Parce que quand on parle de process, effectivement, on peut voir l'inconvénient du process qui peut être compliqué, et puis finalement, il est très bien sur le papier, mais dans la réalité, il n'est pas appliqué ou il fonctionne mal. Donc, à mon sens, il faut vraiment être très pragmatique sur le qui fait quoi, et essayer de mettre en place des choses avec certains aspects qui puissent être automatisés pour pouvoir gagner un petit peu de temps aussi. Mais oui, bien sûr, après, c'est quand même
les êtres humains qui vont être importants, et notamment la partie développeur, les auditeurs de sécurité, etc. On a quand même peu de recul, hein, si vous voulez, actuellement sur des langages comme Solidity. Il n'y a quand même pas 3500 développeurs chaque jour dans toutes les entreprises qui utilisent ce genre de langage. Hein. Donc il faut aussi partir du principe que qu'on essuie un petit peu les plâtres là-dessus. Donc les notions de compétences, effectivement, sont très importantes. Et comme vous le savez actuellement, les compétences sécurité sont assez recherchées et ne sont pas forcément disponibles très facilement. Ok, merci Christophe. Romain, donc avec la présentation des défis réglementaires, etc., est-ce que jusqu'à nos jours, il y a des questions qui sont sans réponse et quelles sont les pistes de travail sur ce sujet-là? Alors, sur le plan légal, oui, il n'y a que des pistes de travail dans la mesure où on n'a pas d'homogénéité à l'international du cadre réglementaire concernant la blockchain. Maintenant, les autres pistes de travail, étant donné qu'on ne sait pas quand est-ce que ce sera formalisé, alors peut-être que ça passera par une normalisation technologique ou quelque chose comme ça. Pour moi, l'idée vient du monde du conseil, hein, donc l'idée c'est business first, c'est bien déterminer le cas d'usage par rapport aux restrictions réglementaires de la blockchain. Donc pour ça, il faut aller voir des gens comme Josina ou Claire qui vont dire par rapport à ce type de cas d'usage, vous serez protégé par la loi. Donc dans ces cas-là, peut-être qu'il faut utiliser ou ne pas utiliser la blockchain. Et par rapport à un tel autre cas d'usage, si vous voulez avoir des garanties, des assurances, etc., peut-être qu'il faut utiliser un autre business model. Donc, business first, n'attendons pas la loi, la technologie a toujours 2 ou 3 coups d'avance par rapport à la législation. Donc, faisons davantage attention au cas d'usage et au business model. Ok, merci Romain. Josina, aujourd'hui, en fait, il y a pas mal des professionnels qui nous suivent, certainement. Je pense que nous sommes 65, 64 ou 65. Aujourd'hui, donc, la question que se pose, c'est comment assurer cette transformation d'un business model traditionnel vers la blockchain. Et après, donc, la question que se pose aujourd'hui la majorité aussi des sociétés, c'est quels est les coûts de cette transformation-là. Donc, côté Merci, budget, Ali. etc. Ouais. Merci, Ali. Ça, c'est le thème de l'autre panel, mais on va essayer de compacter la réponse. Bon, d'abord, comme bien dit Romain et Christophe et aussi Claire, il faut voir cas à cas parce que la vulnérabilité, c'est toujours lié à notre cas. En plus de ça, il faut analyser aussi que nous sommes, une fois de plus, 56 millions de personnes, je viens de référer ça hier dans notre panel, sont contaminées ou testées positives pour le Covid. La transformation numérique est en plein cours. Si cette panel-là, les insights, c'était l'année dernière en Bruxelles, on ne se permet pas de parler comme ça. La blockchain, c'était quelque chose de hype, là-bas, à la mode. Mais aujourd'hui, très précisément, c'est beaucoup plus facile pour un business traditionnel, pour vous qui nous entendons, c'est beaucoup plus facile de prendre une analyse globale sur combien de parties, par exemple, qui est responsable pour la logistique, qui est connecté avec des assureurs. Secteur d'activité qui a beaucoup de bureaucratie, qui a beaucoup de parties qui sont interliées, sûrement il y aura, comme dit Christophe, plein de bénéfices. Mais le coût, c'est toujours lié à, d'abord, l'état que votre organisation est au niveau de transformation numérique. Deux, est-ce que j'ai le mindset? Est-ce que j'ai la ouverture pour proposer ça à mes cadres aussi, parce que ça, ce n'est pas un travail d'un développeur. Nous ne pouvons pas dire Claire, viens ici chez moi et viens ici connecter tout le monde à la blockchain. Et c'est tous les départements ensemble. C'est l'engagement, je pense, de la direction, là. C'est le leadership, l'engagement, la gouvernance. Oui, je pense que c'est presque
c'est comme n'importe quel programme de sécurité, hein. Donc, c'est l'implémentation et c'est parmi les clés. Oui, c'est beaucoup plus, je pense. Pardon de te couper, beaucoup plus. Parce qu'au niveau holistique, on parle, oh bien, mes données étaient là jusqu'à là maintenant, je parlais de RGPD, mais maintenant, je parle dans l'autre niveau d'accessibilité, ouverture et pas tout à fait de vulnérabilité. Toujours un axe stratégique, il faut être au premier moment de quelques discussions. Alors, le coup, c'est d'abord savoir à quel point que tu es, faire pour 20 ans, la prochaine année qui vient on n'a pas de budget encore, mais on sera où? Alors, il n'y a pas de réponse, mais il y a des pistes. Et je suis sûre que le PICB, tous mes collègues et les professionnels sont disponibles pour mesurer des plans ciblés sur les besoins spécifiques de chaque business. Alors, Ali, c'était le plus court possible. Et quels sont, peut-être, je pose la question à vous tous, hein, donc quelles sont les clés peut-être pour sensibiliser la direction générale, à titre d'exemple, pour implémenter ou pour faire la transformation vers la blockchain? Quels sont les arguments à titre d'exemple, si vous avez des réponses? Ouais, alors nous on fait pas mal d'interventions justement au niveau des COMEX d'entreprises françaises et en fait ce qu'il faut c'est ramener le sujet à un niveau stratégique tout simplement parce que on peut pas aller voir un dirigeant d'entreprise en lui parlant simplement d'optimisation de son système d'information parce que sinon il va se dire c'est pas un sujet pour moi, c'est un sujet pour mon DSI et moi je m'en fiche. Donc nous ce qu'on fait c'est tout simplement qu'on explique véritablement là où est l'innovation de rupture dans les technologies blockchain et l'innovation de rupture. Alors même s'il peut y avoir des enjeux de traçabilité, etc. En fait, la plupart des cas d'usage de blockchain privée et de traçabilité, c'est de l'innovation incrémentale. Donc c'est pas tellement un sujet visionnaire pour les dirigeants. Ce qu'on va plutôt mettre en avant, c'est les sujets de transfert de valeur. Donc forcément, c'est les sujets financiers, mais pas que. Parce que ça veut dire, par exemple, pour le secteur de l'assurance, qu'il va y avoir de nouveaux acteurs, de plus petits acteurs qui vont se positionner, donc ça va faire baisser les barrières à l'entrée pour leur marché, etc. Donc il faut vraiment ramener ce sujet à des enjeux business et moins à des enjeux techniques, parce que effectivement, sinon on va perdre les PDG qu'on a en face. Ok. Et selon toi, Claire, quels sont quels sont vos conseils en fait en tant que spécialiste pour implémenter, etc., une blockchain efficace? Juste rapidement, je pense, il nous reste une minute. Oui, là. bien sûr. Alors déjà, moi, mon premier conseil, c'est pas chercher à faire de la blockchain pour le plaisir de faire de la blockchain. Et j'aurais même tendance à dire éviter de recréer une nouvelle blockchain à chaque fois. Parce que, et là, on est en train de s'en rendre compte, on a beaucoup de gens qui ont voulu créer plein de blockchains à eux. Comme dans les années 90, on faisait son petit intranet plutôt que d'aller sur Internet. Et là, on est en train de se rendre compte que c'est très fastidieux, que les systèmes d'information sont pas tellement faits pour intégrer des nœuds blockchain. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à dire, intéressez-vous aux blockchains qui existent déjà, regardez comment elles fonctionnent et voyez si vous pouvez pas déjà faire des choses avec ces protocoles-là plutôt que d'en recréer un à vous. Ok, merci Claire. Donc on doit clôturer la session. Donc je vous remercie infiniment pour cette présentation et pour la clarté de vos interventions. Je vous remercie infiniment. Merci. 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 Au revoir. Merci. Au revoir.